Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au premier cours d'endocrinologie et qui sera en rapport avec le diabète. Donc, comme on le sait tous, le diabète est une pathologie qui est très répandue au niveau mondial comme au niveau du Maroc et qui est un tueur silencieux parce qu'il est responsable de plusieurs complications, que ce soit aiguës ou chroniques, qui peuvent soit carrément emporter le patient ou là aggraver sa qualité de vie. Donc, tout d'abord, il faut faire la différence entre le diabète sucré et non sucré. Le diabète non sucré, c'est le diabète insipide et ça n'a rien à voir avec le diabète qu'on connaît tous. Donc, le diabète sucré, on va se concentrer à lui. Donc, le diabète sucré est défini comme un état d'hyperglycémie chronique. Donc, il faut savoir que comme toutes les valeurs et tous les paramètres au niveau du corps, elles sont soumises à un certain contrôle pour garder un certain équilibre. On sait tous qu'on a des mécanismes hyperglycémiants, à savoir la néoglycogénèse et la glycogénolyse, et des mécanismes qui sont hypoglycémiants, à savoir la glycogénogénèse et la glycolyse. Et chacun de ces deux mécanismes sont stimulés dans des situations différentes, et elles sont stimulées également par des hormones différentes. Sauf que le problème c'est quoi? C'est que tout simplement on a plusieurs hormones hyperglycémiantes au niveau du corps, à savoir le glucagon, le cortisol, l'adrénaline, les hormones thyroïdiennes. Tout ça c'est des hormones qui sont hyperglycémiantes. Alors il faut savoir que toutes les hormones qui peuvent avoir un effet sur la glycémie sont hyperglycémiantes, sauf l'insuline. C'est ça le problème. On a une seule hormone qui est responsable des mécanismes hypoglycémiaux et c'est l'insuline. L'insuline et l'insuline seule. Toutes les autres hormones, s'ils vont avoir un effet sur le métabolisme glucidique, ça sera un effet hyperglycémique. J'ai déjà donné des exemples comme le cortisol, l'hormone de croissance, le T3, T4, l'adrénaline, le glucagon, tout ce que vous voulez. Tout ça c'est hyperglycémiant et uniquement l'insuline hypoglycémiant. Et donc, avoir un déficit insulinique peut être responsable de l'état d'hyperglycémie chronique. Donc, le diabète, il est dû soit à une sécrétion qui est diminuée d'insuline, et donc un défaut de sécrétion d'insuline, ou bien l'insuline, il est sécrété, mais il n'est plus efficace. Donc, pour faire le diagnostic positif du diabète, on a 4 méthodes. Donc, la méthode la plus connue, c'est la glycémie à jeun. C'est quand on prend la glycémie à jeun de notre patient et qu'on la trouve supérieure à 1,26 g par décilitre. Si on trouve un patient avec une glycémie à jeun, c'est quoi une glycémie à jeun? C'est une glycémie qui est mesurée après 8 heures de jeûne. Si on trouve cette glycémie supérieure à 1,26, c'est que je suis devant un diabète. Si c'est entre 1,06 et 1,25, je suis en état de pré-diabète ou bien intolérance aux hydrocarbones. Et à le stade HADA, c'est juste qu'il faut faire attention aux apports glucidiques et imposer aux patients un régime qui réduit les apports glucidiques et les sucres rapides, qui augmente la consommation en fruits et en légumes, qui augmente l'activité physique. Donc l'état de pré-diabète, il faut vraiment faire une bonne éducation pour le patient pour ne pas tomber dans le diabète ultérieurement. Le deuxième examen, c'est la GPO. Alors la GPO, c'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale. C'est quoi la GPO? On donne au patient la dose de glucose qui est mesurée, souvent c'est 75 mg, ou la 50 mg, ou la 100 mg, ça dépend des laboratoires ou ce que le médecin a prescrit. Et on mesure la glycémie à H0, à H1 et à H2. Et selon les valeurs, donc si on a une valeur qui est supérieure à 2 g par décilitre, la GPO, c'est que j'ai un diabète. L'HbA1c, ou l'hémoglobine glyquée, c'est le taux de l'hémoglobine qui a subi une glycation par le glucose circulant. Normalement, l'hémoglobine glyquée doit être inférieure à 6,5. Et si j'ai une hémoglobine glyquée qui est supérieure à 6,5, c'est que je suis devant un diabète. Et si je prends la glycémie de mon patient à n'importe quel moment de la journée, et je la trouve supérieure à 2 g par décilitre, pardon, c'est 2 grammes et pas des milligrammes, et je la trouve supérieure à 2 g par décilitre, c'est que j'ai un état diabétique, c'est un diabète. Tout ça,
c'est des mesures qui sont faites, ce sont des bilans. Soit on prend la glycémie à jeun par un dextro, ou là, on demande les bilans. Cliniquement, c'est le syndrome polyuro-polydipsique. Et donc, c'est un patient qui urine beaucoup et qui boit beaucoup, qui a une soif intense et il urine beaucoup. Tout ça pourquoi? Tout simplement à cause du pouvoir osmotique du glucose. On sait que le glucose est éliminé par les reins durant la filtration glomérulaire, mais il est réabsorbé au niveau tubulaire. Quand j'ai une hyperglycémie, j'aurai une hyperfiltration de ce glucose qui va ramener avec elle tout l'eau. On sait que le seuil rénal de réabsorption de le glucose est 1,8. Si j'ai une glycémie supérieure à 1,8, je sais que mes reins ne seront plus capables de réabsorber ce glucose et je vais retrouver ce glucose-là dans les urines. Alors, la classification, on a 4 types de diabète. Le diabète type 1 et le diabète type 2 qu'on va détailler. Le diabète secondaire avec les autres types de diabète. Et le diabète gestationnel qui est le diabète au cours de la grossesse. Chacun a ses caractéristiques. Pour le diabète secondaire, je peux vous donner comme exemple, tout simplement, on sait que c'est le pancréas qui sécrète l'insuline. Et donc, si j'ai un patient qui a subi une pancréatectomie pour telle ou telle raison, on aura un diabète secondaire à cette pancréatectomie. Alors là, si j'ai un patient qui a une pancréatite, c'est la même chose. Si j'ai un patient qui a un état endocrinologique qui est hyperglycémique, par exemple un syndrome de Cushing ou une hyperthyroïdie, et on a dit que le cortisol et le T3, T4 sont des hormones hyperglycémiantes. Donc j'aurai un diabète secondaire à ces anomalies-là. C'est pas une anomalie de la sécrétion de l'insuline, c'est une hypersécrétion dans les hormones hyperglycémiantes. On a aussi des anomalies génétiques, comme le diabète maudit. C'est quoi le diabète maudit? C'est un diabète génétique à transmission autosomique dominante. Et donc, c'est quoi? C'est un défaut de la régulation de la sécrétion insulinique qui est due à une anomalie des gènes. Donc, les enzymes qui sont responsables de la sécrétion insulinique sont défaillantes. Après le diabète gestationnel, les caractéristiques zéro, c'est surtout qu'il donne des complications importantes. Et la complication la plus retrouvée, c'est la macrosomie. Et donc, les femmes qui ont un diabète gestationnel vont accoucher des bébés de 4,5 kg, de 5 kg, de 5,5 kg. C'est ça le risque. Ça fait partie des risques de le diabète gestationnel parce qu'un bébé de 5,5 kg ne passera jamais par un bassin. Donc, on doit faire une voie haute chez cette patiente-là. Alors, on va attaquer le diabète type 1. Alors, le diabète type 1, c'est une maladie auto-immune. C'est ça le message phare. C'est une maladie auto-immune. Donc, c'est une insulinocarence qui est due à des anticorps, des auto-anticorps qui attaquent les cellules bêta du pancréas. Si j'ai une baisse de cellules bêta du pancréas due à cette attaque-là, j'aurai une baisse de la sécrétion insulinique. Cette attaque démarre longtemps avant la manifestation du diabète. Et c'est à partir de 80% des cellules bêta détruites qu'on va avoir un début de manifestation diabétique et d'hyperglycémie décelée. Donc, quand on voit l'histoire naturelle du diabète type 1, bah déjà on a la prédisposition génétique. C'est généralement des familles qui ont un terrain auto-immun. Et au départ, l'insuline se sécrète normalement parce qu'il a toujours un taux de cellules bêta normal. Après, le nombre de cellules bêta va commencer à dégraisser. Et avec la dégression de ce nombre de cellules, la sécrétion insulinique va dégraisser également. Ça commence après la formation des anticorps. Dès que j'ai une formation des anticorps, j'aurai un taux de cellules qui va commencer à diminuer. Et dès qu'on arrive à 20%, c'est là qu'on va avoir une glycémie qui va commencer à être augmentée. On a des formes particulières, comme le type 1 lent, c'est le LADA. Ce type 1 lent, c'est un diabète auto-immun, donc par le même mécanisme, sauf que son début se fait tardivement. Cette synthèse des anticorps se fait tardivement et donc elle commence tard. Le problème c'est quoi? C'est que ça va prêter confusion avec le diabète type 2. Donc le typage diabétique dans ce cas-là ne va pas être évident.
Et c'est des patients qui seront insulinodépendants en 5 à 10 ans aussi. Puis, on a le diabète des sujets noirs d'origine africaine subsaharienne. Ça, c'est un diabète qui a une évolution pareille au diabète type 1, sauf que la recherche des anticorps est négative. Donc, c'est comme si on dit un diabète qui n'est pas auto-immun, mais qui évolue très très rapidement. Donc, comment est-ce qu'on va diagnostiquer ce diabète type 1 là? Tout simplement, déjà, l'hyperglycémie, pour dire que c'est un diabète type 1. Et il faut savoir que dans le diabète type 1 qui est dû à une insulinocarence, j'insiste sur l'insulinocarence, le patient n'a pas d'insuline. Il a très peu d'insuline. Donc, la voie de la sécrétion des corps cétoniques est très facilement activée. Et donc, c'est ces patients qui vont se présenter initialement par un tableau de décompensation acétocétosique ou bien d'une cétose simple. C'est ça le tableau initial. Et non pas comme le diabète type 2 qui va se manifester par un syndrome polyuropolydipsique, un maigrissement, tout ce que vous voulez. Les diabétiques type 1 vont se présenter aux urgences avec une DAC inaugurale. Ça, c'est pour l'orientation. On va voir après pour le typage comment on fait la différence. Mais gardez en tête que le diabétique type 1, ils viennent pour une DAC inaugurale. Déjà, on a parlé du diabète type 1 que c'est un mécanisme auto-immun. Et bien sûr, tout ce que je dis là induit que le traitement ne peut être fait que par insuline. Je ne peux pas donner des antidiabétiques oraux, des médicaments pour un patient qui n'a pas d'insuline. Je dois remplacer cette insuline déficiente là. Alors, vous recevez aux urgences un patient qui se présente. On ne sait pas qu'il est diabétique, tout simplement. Vous faites une glycémie par un défaut. Vous trouvez une glycémie qui est supérieure à 2,5. Ayez le réflexe, devant toute glycémie supérieure à 2,5, de faire une bandelette urinaire. C'est anodin, c'est rapide, c'est efficace et ça peut sauver des patients. Cette simple bandelette urinaire qui prend 2 minutes à faire. Donc, ne soyez pas paresseux, devant une glycémie supérieure à 2,5, faites la bandelette urinaire. À la recherche de quoi? Vous recherchez tout simplement l'acétonurie, la présence de l'acétone dans les urines. Donc, voici les situations qu'on peut avoir par la bandelette urinaire. Ça détecte aussi la glycosurie et le glucose dans les urines. Donc, la première situation, c'est avoir les glucoses et l'acétone dans les urines. Donc, j'ai une glucosurie et une acétonurie. Le diagnostic là, c'est que je suis devant une cétose, donc une DAC. Parfois, on peut avoir une glucosurie qui est négative, mais une acétonurie qui est positive. C'est tout simplement la situation de jeûne. Parce que la situation de jeûne fait sécréter les corps cétoniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails le métabolisme glucidique, parce que ça va vous encombrer. Donc, une cétonurie sans glucosurie, c'est souvent une hypoglycémie, un état d'hypoglycémie après un jeûne. On peut avoir une glucosurie sans cétonurie. Ça, c'est le cas où on a juste une hyperglycémie importante et le rein laisse passer le glucose les urines sans avoir de synthèse des corps cétoniques et donc j'ai pas d'acétocétose. Je peux avoir une glycosurie qui est très très importante, donc une glycosurie à 4, 3, sans cétonurie, et ça peut être dans le cas d'une hyperglycémie hyperosmolaire. Là, si on prend le dextre de notre patient, on va trouver le résultat de cette glycémie capillaire. On va avoir high, HI, ça veut dire très élevé. Et ça signifie une glycémie supérieure à 5 grammes par décilitre. Donc, c'est des patients qui vraiment ont une hyperglycémie et qui peuvent être en train de faire hyperglycémie hyperosmolaire, qu'on va détailler les complications après. Comme on peut avoir une bandelette urinaire qui est normale, et c'est normal, donc RAS, rien signal. Sinon, pour le diagnostic de le diabète type 1 en dehors des urgences, on va détecter les auto-anticorps desquels on parle. On a dès que c'est une maladie auto-immune, dès que c'est une maladie qui fait une sécrétion des auto-anticorps, on va rechercher des auto-anticorps. Les auto-anticorps qu'on recherche qui sont présents les plus fréquemment, c'est les anticorps anti-GAD. Mais il y a plusieurs anticorps. Mais les plus fréquemment retrouvés, c'est les anti-GAD. Bien sûr, on doit faire l'HbA1c pour voir est-ce que ce diabète est contrôlé ou pas. Et on fait un dosage de la TSH, une recherche dans les anticorps antithyroïdiens, ainsi une recherche dans les autres maladies auto-immunes. Tout simplement, ces patients-là,
qui ont un diabète type 1. On a dit que c'est un diabète qui est auto-immun. C'est souvent des patients qui vont développer des comorbidités auto-immunes, à savoir des thyroïdites auto-immunes, comme le Base-Doux et le Hashimoto, ou bien des autres affections auto-immunes comme la maladie cœliaque, comme le vitiligo, les anémies de Biermer. Donc, plusieurs atteintes auto-immunes qu'on peut avoir associées à ce diabète type 1. Alors, le traitement, on a dit que le diabète type 1, on ne peut pas s'en passer de l'insuline. On n'a pas d'autre choix. Il n'y a que l'insuline qu'on peut faire. Alors, il faut expliquer, avant de parler de l'insuline, un traitement, il faut tout d'abord expliquer la sécrétion basale de l'insuline chez un être humain qui est normal, non diabétique, mais rien du tout. Enfin, le corps humain, comment il fonctionne? Enfin, on a une sécrétion basale d'insuline sur 24 heures. C'est un niveau basal qui n'est pas trop élevé. Et après chaque repas, on va avoir un pic de sécrétion d'insuline qui est stimulé par l'hyperglycémie postprandiale, parce qu'on vient de manger, on vient de faire un apport en glucides, après les glucides vont être absorbés au niveau intestinal et ça va augmenter la glycémie sanguine d'un seul coup. Ça va être responsable d'une hyperglycémie postprandiale chez une personne normale. Cette hyperglycémie postprandiale sera responsable d'un pic de sécrétion insulinique. Et donc, comment va être le schéma de la sécrétion de l'insuline chez un humain qui est normal? On aura un niveau basal d'insuline et des pics d'insuline après chaque repas. Il faut garder cette notion en tête parce que c'est la notion qu'on va utiliser en essayant de traiter un diabétique type 1. Donc, il faut savoir le type de les insulines. On a une classification selon la molécule. Est-ce qu'il est d'origine humaine? On a des analogues d'insuline. Et on a une classification selon la durée d'action des génome. Ce sont des insulines ultra rapides, semi-lentes ou la lente. Ultra rapide, l'action c'est vraiment dans les quelques minutes. Le rapide, ça prend presque 30 minutes. Les semi-lentes, ça peut partir même vers 12 heures. Et les lentes, ça prend 24 heures. Elle est efficace pendant 24 heures. Et il y a des mélanges de ces insulines-là. C'est des mélanges qui viennent préparer. Par exemple, le Mixtar. Le Mixtar de P30 par exemple, c'est quoi ce terme de P30? Je vais l'expliquer dans les schémas bête. Là, il faut retenir que les rapides et les semi-lents, ce sont des insulines humaines. Les ultra rapides et les lents, ce sont des insulines analogues. Pourquoi savoir cette notion-là? C'est tout simplement du côté du coût financier. Les analogues sont beaucoup plus chers que les insulines humaines. Donc voilà. Pour se rappeler, une petite astuce, c'est tout simplement les deux extrémités sans analogues et les deux insulines du milieu sont humaines. Alors, le but de traitement insulinique chez un diabétique type 1, c'est tout simplement de simuler la sécrétion basale que je viens de décrire. Je peux le faire de plusieurs manières. Ça, c'est le premier schéma. C'est le schéma à 4 injections. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des injections rapides avant chaque repas, pour simuler les pics, et on va faire une insuline lente la nuit pour avoir un niveau basal d'insuline, une action insulinique au niveau basal d'insuline pendant 24 heures. Donc, injection d'insuline lente là, et 3 injections d'insuline rapide avant chaque repas. On peut faire un schéma à 2 injections mixtes, et c'est le 2P30 que je viens de dire. C'est quoi le 2P30? C'est une injection, l'insuline mixte comme le Mixtar vient sous forme de stylet, avec un pourcentage de l'insuline qui est rapide ou un pourcentage qui est semi-lent. Le 2P30, indique 30 veut dire 30%. Ça veut dire que la quantité d'insuline avec le stylet, 30% de cette insuline-là est rapide et 70% est semi-lent. Pourquoi on dit 2P30? Il y en a 2 prémixés 30%. 2 parce qu'on fait 2 injections prémixées pendant 24 heures. Une injection le matin avec l'insuline rapide qui va couvrir le petit déjeuner et l'insuline semi-lente qui va couvrir les 12 heures. Et puis la deuxième injection prémixée avec l'insuline rapide également qui va couvrir le repas et les 12 heures, l'injection semi-lente qui va couvrir les 12 heures qui restent. Et là, on a une couverture de les 24 heures. Le schéma à 3 injections, c'est tout simplement la même chose
que le dernier schéma, sauf qu'on ajoute une autre injection au moment du déjeuner. Alors, le choix de les schémas, tout simplement, dépend de l'équilibre diabétique, dépend du coût financier, dépend de plusieurs situations. Donc, il faut savoir que le schéma insulinique, c'est vraiment en cas par cas. C'est en cas par cas qu'on décide est-ce qu'on va donner deux P30 ou là est-ce qu'on va faire juste des injections rapides avec une injection lente le soir, ou là on va faire même un bolus avant le repas. Donc ça dépend vraiment du patient, d'un patient à l'autre. Donc voilà, ce schéma-là, il montre parfaitement le fait qu'on essaie de simuler la sécrétion normale de l'insuline dans le corps humain. Alors, l'insuline dans le corps humain, le trait vert, c'est la sécrétion basale d'insuline, avec les sécrétions, avec les bolus après chaque repas. Et ce qui est en violet et ce qui est en grenat, c'est ce qu'on essaie de faire nous avec notre traitement. Donc on donne une insuline lente qui va couvrir les 24 heures et 3 insulines rapides qui va couvrir les repas. Chaque repas. Ça c'est le schéma de les insulines prémixées. Donc les 2 P30 que je viens de dire. Donc voilà. Ça c'est la première insuline semi-lente, la deuxième insuline semi-lente et l'insuline rapide. Parce que chaque injection, elle a 30% de l'insuline rapide et 70% d'insuline semi-lente. Ces deux schémas-là qu'on vient de voir, on les appelle les schémas basal-bolus. Donc basal, sécrétion basale d'insuline, et bolus, c'est le bolus en post-prandial. Alors le suivi de l'hypertension diabétique, tout simplement, il faut faire plusieurs consultations par an pour suivre son diabète, à savoir qu'il faut faire un HbA1c tous les 3 mois, parce que l'HbA1c reflète l'équilibre glycémique les 3 derniers mois. Donc, si on veut savoir si ce diabète a été bien équilibré ou si mon patient respectait son traitement et il respectait ses mesures diététiques, je vais mesurer son HbA1, son hémoglobine glycée et voir. Aussi, il faut faire des explorations de TSH et les anti-TPO, les antiperoxydases. C'est tout simplement pour dépister une thyroïdite auto-immune, parce qu'on a dit que le diabète type 1 est un auto-immun. Il faut rechercher les complications dégénératives. Le diabète type 1, après 5 ans d'évolution, on commence à rechercher les complications à un rythme de 1 fois par an. Il faut vacciner ce patient-là contre la grippe et le pneumocoque parce que c'est un patient qui est fragilisé, parce que son diabète lui cause une situation d'immunodépression. Il baisse son immunité à cause de toute la glycation des protéines et l'altération de leur qualité. Et donc, il faut vacciner ce patient-là contre la grippe et le pneumocoque. Alors, le diabète type 2, c'est un diabète qui est dû à une insulinocarence avec une insulinorésistance. Alors, par contre, là, l'insulinocarence, il n'est pas aussi important que l'insulinorésistance. Il y a des gens qui disent que c'est uniquement l'insulinorésistance, alors qu'au service d'endocrinologie, quand on a relevé cette notion-là, on a eu la réponse de tout simplement tous les patients obèses sont insulinorésistants. Est-ce que tous les patients obèses sont diabétiques? Non. Donc, le diabète type 2, il est dû à plusieurs facteurs. Le plus important, c'est l'insulinorésistance, mais il y a également une carence insulinique qui s'installe. Donc, les facteurs de risque dans le diabète type 2 sont multiples. Le plus important, c'est l'obésité et c'est l'hyperlipidémie. Tout simplement, l'hyperlipidémie, c'est la cause principale de l'insulinorésistance. Dans d'autres situations, donc les autres comorbidités, l'état d'un prédiabète, les autres facteurs de risque cardiovasculaire, il y a des ethnies qui sont à risque, il y a le syndrome des ovaires polykystiques également, et tout simplement l'insulinorésistance, on a des signes qui peuvent orienter vers ça. L'insulinorésistance, d'abord, on la trouve chez un patient qui est obèse avec un indice glycémique IMC supérieur à 40, et il y a l'acanthosis nigricans, qui est un signe cutané. C'est ça l'acanthosis nigricans. C'est une hyperpigmentation des plis. Ça se noircit. C'est l'acanthosis nigricans, il témoigne de l'insulinorésistance. Alors là, on a tout simplement un schéma. Donc, on a des facteurs génétiques, à savoir, comme on a dit, l'ethnie qui prédispose, et des facteurs qui sont acquis.
Tout ça qui va être responsable d'une insulinorésistance. L'insulinorésistance va nous donner une hyperinsulinémie au départ, et cette hyperinsulinémie va nous donner une compensation de cette insulinorésistance, c'est-à-dire qu'on va avoir des taux de glycémie qui sont normaux. Sauf que les cellules bêta de Langerhans, les cellules bêta, vont être épuisées avec le temps, et également qu'une hyperlipidémie et la hyperglycémie sont également toxiques pour les cellules bêta de Langerhans, et donc on va avoir une déficience des cellules, une installation de l'insulinocarence après l'hyperinsulinémie compensatrice, et il y aurait un développement d'un diabète type 2. Donc, comme j'ai dit, c'est pas uniquement l'insulinorésistance, mais c'est l'insulinorésistance avec une insulinocarence qui est installée un peu ultérieurement. Alors, voilà l'histoire naturelle de diabète type 2, pardon. Donc, le diabète type 2, c'est pas comme le diabète type 1. Le diabète type 2, il évolue silencieusement pendant longtemps, très longtemps, avant d'avoir la glycémie qu'on va détecter, une augmentation de la glycémie postprandiale et une augmentation de la glycémie AIA. Et donc, toutes les complications chroniques du diabète commencent 5 ans, voire 10 ans avant le diagnostic de ce diabète-là. C'est pour ça, chez le diabétique type 2, le dépistage de ces complications se fait au moment du diagnostic et non pas 5 ans après comme chez un diabétique. Donc voici notre différence. Le diabétique type 1, on ne diagnostique les complications et on ne dépiste, on recherche les complications après 5 ans d'évolution de la maladie. Par contre, un diabétique type 2, on doit dépister des diagnostics. Alors, je vous mets les situations qui vont faire découvrir un diabète. Donc tout d'abord, on peut avoir le syndrome cardinal le diabète, le syndrome polydipsique. Ce sont des signes qui sont dus au pouvoir osmotique de glucose, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Deuxième situation, c'est par des signes généraux, à savoir une asthénie, ou là, des infections récidivantes. Et chez les femmes, un prurite vulvaire, des vaginites. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'état de l'immunodépression que le patient diabétique a. On peut carrément voir des cas où le diabète est diagnostiqué jusqu'au stade de complications, et c'est très malheureux, surtout que les complications sont vraiment sérieuses. Par exemple, un IDM inaugural, et donc c'est un patient qui avait un diabète qui a traîné pendant longtemps et qui ne le savait pas, et qu'il a eu déjà la macroangiopathie et la coronaropathie, et il a développé un IDM. On peut avoir un patient qui va se présenter aux urgences pour une artériopathie oblitérante du membre inférieur, et donc également une macroangiopathie développée, et c'est qu'en mesurant la glycémie de ce patient-là qu'on va découvrir qu'il est diabétique. Voilà, tout simplement, c'est par un dépistage qu'on fait chez les patients qui ont un facteur de risque. Déjà, il faut savoir que au Maroc au moins, il y a des gens qui n'ont jamais mesuré leur glycémie. Parce que, tout simplement, ils peuvent avoir un diabète ou un état pré-diabétique qui est silencieux et qui sont en train de nuire à leur vaisseau, à leur macro et microcirculation, et ils viennent à un état qui est avancé et qui est désolant. Alors, on arrive au typage du diabète, qui est une question très très difficile parce que, oui, on peut voir là qu'on a des critères de distinction, mais il y a des situations où vraiment les grands professeurs se trouvent incapables de trancher. Donc, tout d'abord, le diabète type 1, c'est un diabète qui survient chez un sujet qui est jeune. Contrairement au diabète type 2, un sujet qui est un peu moins âgé. Le diabète type 1, c'est un patient qui est maigre. Le diabète type 2, c'est un patient qui est obèse. Les antécédents obstétricaux, à savoir de la macrotomie. Pourquoi? Parce que les femmes qui ont développé un diabète gestationnel, elles peuvent garder un diabète résiduel en postpartum. C'est un diabète type 2 parce que c'est un diabète qui est dû à une insulinorésistance. Les complications vasculaires et neuropathiques d'emblée, c'est le cas pour le diabète type 2, mais pas vraiment pour le diabète type 1, tout simplement parce que le diabète type 1, il est bruyant, et donc il se manifeste précocement. Et le diabète type 2, comme je viens de dire, il évolue à bas bruit pendant longtemps avant d'être manifesté, voire même il reste asymptomatique jusqu'à une glycémie qui a été faite avec une découverte fortuite. Les antécédents familiaux, c'est très important, c'est pour ça qu'on doit toujours rechercher notre interrogatoire avec nos patients. Est-ce qu'ils ont la notion de diabète dans la famille?
C'est le cas du diabète type 2. Il y a une notion d'hérédité familiale pour le diabète type 2, mais pas pour le diabète type 1. Le diabète type 1, on a un terrain familial auto-immun. C'est des patients qui leur mère sont lupiques, ou la sont en des thyroïdites auto-immunes, ou en une anémie de bile-mère, oui, maintenant un terrain auto-immun pour la famille. L'élément tranchant, c'est les auto-anticorps, tout simplement, plus ou moins. Et après les auto-anticorps, c'est le centre diabète type 1. Si on n'a pas d'auto-anticorps, c'est le centre diabète type 2. Et les modalités de découverte, j'ai dit que le diabète type 1 se présente aux urgences très souvent par un tableau de DAC, par un tableau de décompensation acétylglycosique d'emblée. Par contre, le type 2, pas vraiment. Le type 2, il est diagnostiqué le plus souvent des cas au cours d'un dépistage. C'est une consultation qu'un patient va faire chez un médecin généraliste, et dans le bilan que ce médecin généraliste va prescrire, il y aura toujours glycémie, et on va avoir une hyperglycémie, le résultat de le bilan. Alors voilà une comparaison dans les deux patients. Ça, c'est un patient diabétique type 1, il est maigre. Ça, c'est un patient diabétique type 2, il est obèse. Donc donc le deuxième patient, c'est plutôt un patient qui est insulino-résistant, qui est âgé, plus de 40 ans, avec une surcharge pondérale. Ça, c'est surtout un sujet qui est jeune et qui est maigre. Le traitement. Alors, le traitement pour le diabète type 2, c'est pas comme le diabète type 1. Le diabète type 1, on a un seul problème, c'est on n'a pas d'insuline. On n'a pas d'insuline, la conduite à tenir, et les seins. On donne de l'insuline. Le diabète type 2, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'est un patient qui est insulino-résistant. Tu peux donner de l'insuline, mais il est insulino-résistant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on a 3 volets thérapeutiques. Les mesures régionodiététiques qui sont très importantes. Si un patient ne respecte pas les mesures régionodiététiques, tu as beau traiter par les ABO, tu as beau traiter par l'insuline, il va se présenter aux urgences pour une DAC, pour un pied diabétique, pour une nephropathie diabétique, pour des trucs pour une IDM, et c'est la cata. Donc vraiment, les mesures régionodiététiques sont très importantes chez le diabétique. Quand on dit mesures régionodiététiques, c'est tout simplement respecter un régime sain qui est équilibré. Je ne dis pas les régimes de restriction. Les régimes de restriction ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Il ne faut jamais faire des régimes de restriction. Il faut prendre 3 repas par jour avec une collation. L'astuce et c'est dans le pourcentage de l'unifriment. Donc, il faut avoir une alimentation avec presque 50% de les glucides. Il faut privilégier les sucres lents aux sucres rapides, 20% de les protéines, 30% de les lipides. Donc, c'est vraiment, il faut juste arranger ce qu'on mange, augmenter la consommation des fibres et une alimentation saine, tout simplement. Pas de régime strict, pas de saut de repas, pas de jeûne prolongé, rien de tout ça. Il faut bien boire, il faut bien manger et faire l'activité physique au rythme du patient. N'imposez pas au patient de partir intégrer une salle de sport et faire de la musculation. Non, ça sert à rien. Il faut juste, si un patient qui marche 30 minutes par jour, ça c'est suffisant. Ça c'est bien. C'est juste un patient qui est en train de fortifier son appareil cardio-circulatoire et de diminuer son insulino-résistance. C'est des études qui ont montré que l'activité physique diminue l'insulino-résistance. Bien sûr, il faut arrêter le tabac et il faut traiter tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Si on a une hyperlipidémie, il faut la stabiliser. Donc, par les statines anodifibrates, c'est les triglycérides, c'est le cholestérol qui est augmenté. Et si on a une HTA, il faut la stabiliser également. Donc, il faut traiter votre facteur cardiovasculaire associé au diabète. On passe après aux antidiabétiques oraux, qui est la bête noire des antidiabétiques, mais on peut les simplifier. Là, notre objectif, c'est baisser l'hyperglycémie. Donc, je vais partir voir tous les métabolismes glucidiques de l'introduction des glucides au cours des repas jusqu'à son utilisation au niveau de la cellule et voir où est-ce qu'on peut bloquer ces mécanismes-là pour éviter l'hyperglycémie. Et la première chose, c'est quoi? C'est la digestion des carbohydrates, de le glucose. Je peux inhiber ça par les attaques glucosidase. Voici le premier ODO. J'ai une insulino-résistance qui est importante. Comment je peux agir sur cette insulino-résistance? Tout simplement en donnant des biguanides, comme la metformine, qui est la molécule d'or de diabète type 2. C'est vraiment
Si vous allez vous rappeler d'un seul antidiabétique oraux, rappelez-vous de la metformine. Je vais parler en général sur tous les diabétiques oraux et puis je vais rentrer en détail pour chacun d'eux. On peut également pallier à la dysfonction des cellules bêta et stimuler l'insulinosécrétion par les sulfamides et par les analogues du GLP-1 et les inhibiteurs de DPP4, les incrétines, on va voir ça. On peut également favoriser l'excrétion urinaire de glucose par les inhibiteurs de SGLT2. C'est quoi le SGLT2? C'est tout simplement le récepteur qui est responsable de la réabsorption du glucose au niveau tubulaire. On a SGLT2 et SGLT1. SGLT1 est responsable de la réabsorption de 10% du glucose et le SGLT2 est responsable de la réabsorption de 90% du glucose. Donc si j'inhibe ce SGLT2, je vais avoir une excrétion urinaire de glucose. Et après, bien sûr, quand on arrive à un état où les cellules bêta de Langerhans sont vraiment épuisées, ne sécrètent plus et sont en train de faire de l'apoptose, là, je vais avoir une insulino-carence qui est profonde et donc je dois supplémenter en insuline. Et tôt ou tard, même les diabétiques type 2 vont arriver à ce stade-là, ce stade de besoin de l'insuline. Alors revenons à chaque antidiabétique oraux et on parle un peu plus en détail de chacun d'eux. Tout d'abord, la metformine. La metformine, elle a un mécanisme d'action qui est simple. Tout simplement, elle diminue la néoglucogénèse, ce qui est un mécanisme hyperglycémique, et elle favorise l'utilisation musculaire de le glucose. Donc, elle pallie avec l'insulinorésistance. Elle diminue avec l'insulinorésistance. Et la metformine, c'est la molécule d'or du diabète 2. C'est la molécule qu'on donne en premier comme traitement chez les patients qui ont besoin d'un traitement médicamenteux et non pas uniquement des mesures génodiététiques. Et également, c'est une molécule, les effets secondaires d'Elha, c'est une mauvaise tolérance digestive. Donc, la dose cible qu'on veut donner aux patients, c'est 2 grammes. Mais il faut jamais venir et dire, tiens, 2 grammes et prends-les. On doit partir palier par palier et progressivement. Donc, on va commencer par 500 mg le premier jour. Donc, un demi-comprimé. Parce qu'un comprimé fait 1 gramme. On commence par un demi-comprimé et il le prend pendant 3 à 5 jours. Et il le prend au milieu du repas. Donc, au cours de son repas. Après, on va augmenter à 1 gramme. Savoir un demi-comprimé le matin, un demi-comprimé le soir. Et puis, à 1,5 gramme. Un demi-comprimé à chaque repas. Et puis, on va arriver à 2 grammes. Ça on dit 0,5 le matin, 1 gramme le déjeuner et 0,5 la nuit. Alors là, on peut faire 1 gramme le matin, 1 gramme le soir. Et ça, à la la tolérance du patient, le metformine, parce que c'est vraiment difficile à tolérer. Chez les patients qui sont très obèses, avec une obésité morbide, avec une IMC supérieure à 40, on peut aller jusqu'à 3 grammes de la metformine. Donc ça, c'est pour la metformine. Après, on a les sulfamides. Les sulfamides, leur mécanisme d'action, c'est tout simplement d'augmenter la sécrétion d'insuline. Le problème de les sulfamides, c'est qu'ils précipitent l'épuisement des cellules bêta. Et autre chose, c'est qu'ils sont pourvoyants d'hypoglycémie. Parce qu'ils sécrètent de l'insuline, et il y a une faute fatale qu'il ne faut jamais commettre, il ne faut jamais associer l'insuline à un sulfamide. Si tu donnes à ton patient de l'insuline et tu lui donnes du sulfamide, tu vas le tuer par hypoglycémie. Donc ça, c'est vraiment une règle d'or. Jamais d'insuline avec les sulfamides. C'est une contre-indication majeure de les sulfamides, et nous l'insuline. Gardez ça en tête. Les inhibiteurs d'alpha-glucositase, c'est tout simplement l'inhibiteur des enzymes qui sont responsables de la digestion des carbohydrates. Et donc, on aura une élimination digestive de le glucose malus absorbaga, ce qui va baisser la glycémie postprandiale. Les SGLT2, les inhibiteurs de SGLT2, l'avantage qu'on a dit, c'est qu'elle favorise l'excrétion urinaire de glucose, elle favorise le débit urinaire de glucose, et sans que c'est bénéfique, même en cas de patients qui ont une pathologie cardiovasculaire associée. Le désavantage de les SGLT2, les inhibiteurs d'hormones, c'est le fait d'avoir des urines qui sont riches en glucose. On sait tous que les bactéries adorent le glucose. Donc, si j'ai une urine qui est riche en glucose, j'aurai une fréquence de infections urinaires qui est très très importante. Donc, on va avoir, donc le prix à payer
pour les inhibiteurs de SGLT2, c'est les infections urinaires. Après, on a les incrétines. C'est quoi les incrétines? C'est les analogues de GLP1 et les inhibiteurs de la DPP4. Alors, qu'est-ce qu'il fait le GLP1? Le GLP1, il stimule la sécrétion de l'insuline, il baisse la sécrétion du glucagon, ce qu'il fait, il va baisser la glycémie. Ce GLP1, il est dégradé par des enzymes, les DPP4, en métabolites qui sont inactifs. Donc, si je veux utiliser cette action des incrétines au traitement du diabète, je dois donner des analogues del GLP1, des molécules qui font la même action del GLP1, ou bien je vais donner des inhibiteurs des enzymes qui dégradent le GLP1, à savoir le DPP4, donc les inhibiteurs del DPP4. Ce sont des molécules révolutionnaires, le traitement du diabète sont nouvelles, moi je pense que c'est les plus nouvelles, et ils ont peu ou presque pas d'effets secondaires et ils sont très efficaces. Le problème de les incrétines, c'est le coût financier. Ils sont très chers. Si le coût de la metformine est de 20 dirhams, le coût des incrétines, c'est de 400-500 dirhams. Donc vraiment, c'est un coût financier qui est important. Donc les incrétines sont réservés chez les patients qui ont couverture médicale, ou qui peuvent se le permettre financièrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, tout d'abord, le traitement de première intention, c'est toujours de donner la metformine. C'est la metformine, le traitement d'or. Si la metformine n'est pas suffisante et que ce patient est un patient qui a une maladie cardiovasculaire, on va donner un inhibiteur de SGLT2. Si c'est un patient qui n'a pas de maladie cardiovasculaire, on va donner un. Pour ne pas vous encombrer, contentez-vous d'un seul. Apprenez un seul. N'apprenez pas tous les différents choix thérapeutiques. Apprenez un seul. Et c'est suffisant. Alors là, ce schéma-là, il résume la prise en charge du diabète. Ça, c'est un traitement qui se fait par palier. Le palier 1, il faut toujours avoir le principe d'être le moins invasif sur mon patient et privilégier tout ce qui est simple au départ. Donc, chaque patient diabétique, on va commencer toujours par les MHD. On lui dit de faire un régime, on lui dit de faire du sport et on voit est-ce que sa glycémie va se corriger. Si c'est pas le cas, on va passer au palier 2 et on donne une monothérapie orale et on a dit tous que le premier traitement qu'on donne c'est quoi? C'est la metformine. Après, si ça marche pas, on va passer au palier 3 et on va donner une combinaison d'ADO. Donc, on va donner la metformine avec le sulfamide par exemple, alors la metformine avec les incrétines, voilà, avec le SGLT2, ce que vous voulez, selon les patients, c'est au cas par cas. Si ça marche pas, on va introduire l'insuline. Et en introduisant l'insuline, on va garder les ADO qu'il prend. Et il faut faire très attention que si au palier 3, vous avez donné des sulfamides, sur le palier 4, il faut les changer. On n'est pas associé de l'insuline, mal le sulfamide, mal le metformine, c'est hypoglycémie directe. Après le palier 5, et quand le palier 4 ne marche pas, ça veut dire que vraiment j'ai une insuline au carence qui est très très important, et donc on va se contenter de l'insuline humaine. Alors ça c'est en général. Ajoutons quelques petits détails ici et là. Quand est-ce qu'on change le traitement? Quand est-ce qu'on dit que ce traitement n'a pas marché? Après 3 mois. Donc on fait les MHD pendant 3 mois. Si ça ne marche pas, c'est le palier 2. Après 3 mois ne marche pas, c'est le palier 3 et ça va de soi. Mais on a deux situations où on ne respecte pas ça. C'est si on a un patient qui se présente initialement avec un diabète et que vous faites l'hémoglobine glycée chez des patients et que vous trouvez une valeur supérieure à 10%. Si vous trouvez une valeur supérieure à 10%, on ne joue pas avec ce patient-là, on démarre directement l'insuline. Donc si on a un patient qui a une hémoglobine glycée supérieure à 10%, on part directement au palier 4. On introduit l'insuline directement. Et si on a un patient qui a une hémoglobine glycée entre 9 et 10%, on commence directement par le palier 3. Donc ça c'est les messages pratiques. Si je veux parler des doses, pour le diabète type 1, la dose d'insuline c'est entre 0,7 et 0,8 unités kg. Et pour le diabète type 2, on commence par 2 à 4 unités kg. Et en général, c'est 10 unités au départ. Dès que ça, on contrôle. On contrôle en ajoutant
2 ou la 4 unités, soit la glycémie n'est pas contrôlée, j'ai toujours des valeurs glycémiques supérieures à 1,8, je peux ajouter 4 unités d'insuline pour le diabète type 2. Alors là, si j'ai plusieurs, si mon patient fait des hypoglycémies, je dois baisser la dose d'insuline 4 unités. Donc ça, c'est le grand message de traitement insuliné. Alors, nous allons passer aux complications. Donc les complications du diabète, on a deux types. Les complications aiguës, qui sont très dangereuses, et les complications chroniques. Dans les complications aiguës, on a 4 grandes complications. La première, et la plus fréquente, et plus ou moins la plus grave, qui peut être traitée très facilement, c'est l'hypoglycémie. Les patients diabétiques, à cause de leur traitement, à cause parfois ils prennent la décision de faire des jeûnes prolongés, ou le chihaja, comme vous dites, que vous devez faire un régime, ils le comprennent comme un régime strict et ils sortent des repas, ou là, ils font des activités physiques sans adapter la dose des médicaments ils vont faire des hypoglycémies. Les signes d'hypoglycémie, ça peut partir, même être complètement asymptomatique, carrément le coma hypoglycémique est très imprévisible. Donc on peut avoir un patient qui est angoissé, irritable, agressif, on peut passer par des signes neurovégétatifs, on va avoir des sueurs, des palpitations, un tremblement, une faim douloureuse, on peut avoir des troubles de concentration, carrément une confusion, des crises convulsives, des hallucinations, toutes les manifestations neurologiques que vous pouvez imaginer, on peut les avoir, il faut toujours éliminer l'hypoglycémie avant de penser à n'importe quel diagnostic. Le coma, carrément, c'est un coma qui est calme, qui est d'installation rapide, et parfois avec des signes de focalisation, et vous vous affolez et vous dites qu'est-ce qui arrive à votre patient, et puis vous prenez son dextro et vous trouvez 0,20 de glycémie, 0,3 de glycémie. Et c'est miraculeux. Vous corrigez cette hypoglycémie, le patient se réveille, comme si rien ne s'était. Donc, la prise en charge va être immédiate. Il faut resucrer le patient. Il faut augmenter la glycémie du patient. Si votre patient est toujours conscient, lui donnez un morceau de sucre de 5 grammes pour chaque 20 kg de poids. Pas de miel, pas de dattes, pas de rien de tout ça, parce que tout simplement, le miel et les dattes, ils contiennent des liquides associés au glucose, et les liquides vont ralentir l'absorption du glucose au niveau intestinal. Donc, on donne du sucre blanc, des morceaux de sucre, parce que c'est du sucre pur. Donc, si j'ai un patient qui pèse 60 kg, je lui donne 15 grammes de sucre en dessous la noix. Si j'ai un patient qui est inconscient, je lui passe du sérum glucosé, G10, G30 carrément. Parfois, on peut même donner des injections de glucose. Ça, c'est pour l'hypoglycémie. Après, c'est la deuxième complication qui remplit la moitié de mes urgences, c'est l'acidocétose. L'acidocétose, c'est souvent des patients qui sont, donc on a des causes qui ont soit un diabète qui est déséquilibré, ou qui ont un diabète qui est décompensé. On va parler des causes de décompensation. Bon, avant de parler des causes de décompensation, il faut tout d'abord, c'est quoi la symptomatologie que le patient va avoir? Il va avoir une douleur abdominale, et c'est des signes digestifs. Donc, j'ai un patient diabétique, chez qui vous trouvez une douleur abdominale, des vomissements, une haleine qui sent de l'acétone, parce que l'acétone est très volatile, une polypnée de plus molle, des troubles de conscience, mais c'est moins fréquent, voire carrément un état de choc. Il faut évoquer l'acidocétose. Il faut prendre la glycémie de votre patient, et en cas d'une glycémie supérieure à 2,5, entre la bande urinaire, on va avoir un acétone qui est positif. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Si j'ai l'acétone qui est positive avec une glycémie qui est augmentée, là, je suis devant une cétose. Je ne peux pas parler d'acidocétose sans avoir, bien évidemment, une acidose. L'acidose, comment on la diagnostique, c'est en faisant soit une gazométrie sanguine les gaz de sang qui va nous donner les valeurs de pH qui sont inférieures à 7,2, ou bien tout simplement l'uranogramme, les réserves alcalines seront inférieures. En principe, on parle d'acidocétose avec des réserves alcalines inférieures à 18, et si j'ai des réserves alcalines inférieures à 10, c'est que j'ai vraiment une acidose sévère, et ça peut être même une urgence dialytique. Il faut dialyser le patient. Alors la prise en charge, elle a deux grands volets, ou deux grands messages à passer. Tout d'abord, c'est pas l'insuline, c'est l'hyperhydratation. Il faut réhydrater le patient. L'hyperhydratation vient avant l'insuline. Donc vous passez tout un schéma
Tout d'abord, vous passez 1 litre de sérum salé en flash. Voilà, 1 litre en 1 heure, 1 litre en 2 heures, 1 litre en 3 heures, et puis 1 litre toutes les 4 heures. Ça, c'est le protocole. Mais le message, c'est qu'il faut réhydrater le patient et il faut donner de l'insulinothérapie. En principe, ça doit être passé à la seringue autopulsée. Sauf qu'en pratique, c'est pas vraiment évident. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'insuline selon les valeurs de sa glycémie. Si j'ai une glycémie qui est supérieure à 2,5, je donne 10 unités d'insuline. On y fait. Si j'ai une glycémie entre 1,8 et 10, on donne 7,5. Si c'est inférieur à 1,8, on donne 5 unités. On doit supplémenter au potassium. Pourquoi? Parce que l'insuline, il est hypokaliémiant. On ne veut pas traiter notre patient d'une part et nuire à ce patient-là de notre part, et l'hypokaliémie est très dangereuse. Et la correction de l'hypokaliémie n'est pas très évidente. Donc, il faut supplémenter en potassium. Et également, et c'est très très important, il faut rechercher un facteur déclencheur. Pourquoi ce patient a fait une acidocète? Déjà, il faut éliminer 2 grands facteurs déclencheurs. C'est l'ischémie et c'est l'infection. Il faut faire une bonne anamnèse infectieuse. Il faut faire un bon examen clinique à la recherche de stigmates d'infection. Et il faut également faire des examens complémentaires, à savoir une radio de poumon, un ECBU et faire une NFS-CRP pour voir des signes d'inflammation des signes d'infection. Il faut également faire un ECG pour éliminer l'ischémie. Si votre patient est en train de dyspnéie, on va décompenser sur le diabète. Et le patient diabétique, c'est un patient qui ne sent pas ou peu de douleur. Donc, la douleur thoracique typique de longueur de l'IDN, oubliez ça chez un patient diabétique. Le patient diabétique est peut-être complètement normal sur le plan thoracique, où il n'y a pas de douleur guère, et vous faites un ECG où vous trouvez un décalage de 3 mm. Il est en train d'impacter tout le territoire antérieur. Donc, il faut avoir le réflexe, il faut avoir une déacido. Faites un ECG, faites une bonne analyse infectieuse. Si vous éliminez, il y a d'autres causes de compensation, mais c'est ça les plus importants. Si vous les éliminez et les autres causes de compensation avec ça, vous pouvez dire, c'est un écart de régime, ou c'est un patient qui a sauté, qui n'a pas pris ses médicaments, ou là, qui n'a pas pris son insuline. Surtout chez les patients qui sont diabétiques type 1, qui sont souvent des patients qui sont jeunes, et on sait que le diabète c'est une maladie chronique, c'est une maladie à vie, donc au début de leur diagnostic, ils le prennent mal. Ils n'acceptent pas la réalité, ils refusent de prendre leur traitement, et on a reçu un patient qui a été hospitalisé en urgence plus de 5 ou 6 fois, à chaque fois pour une DAC, parce qu'il ne prend pas son insuline. C'est un diabétique type 1 de 18 ans. Après, on a le syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire qui est une forme grave de décompensation. Alors là, on a vraiment une hyperglycémie supérieure à 6 grammes. Si vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on a touché pour le tableau de le monde vétérinaire, c'est que le dextro chez ces patients va montrer high, HI. C'est vraiment une glycémie qui est très très augmentée avec une osmolarité plasmatique qui augmente. Donc on a une hyperosmolarité plasmatique qui est tout simplement due à l'hyperglycémie parce que le glucose a un pouvoir osmotique important. Sauf que là, il faut toujours faire le diagnostic différentiel à acidocétose. Donc on aura une hyperglycémie supérieure à 6. Mais chez le supérieur à 6, c'est un hyperglycémie hyperosmolaire. On a un coma hyperosmolaire sans faire une bombe urinaire. C'est peut-être une DAC qui est vraiment important. Donc il faut avoir une absence d'acétonurie et il faut avoir une absence d'acidose, un pH qui est normal et des réserves alcaliques qui sont normales. HCO3-, ça correspond également aux réserves alcaliques. Le traitement, c'est justement une réanimation hydroélectrolytique pour corriger tous les troubles hydroélectrolytiques associés. Ce sera une bonne hydratation également et une insulinothérapie. Mais il faut avoir absolument le réflexe qu'il ne faut jamais baisser la glycémie trop rapidement. Parce que si on baisse la glycémie trop rapidement, on va créer un état d'œdème cérébral. On va créer une hypotonie. Une hypotonie rapide. L'hypotonie, on sait que l'eau, donc la loi d'osmose, qui stimule le milieu qui est moins concentré vers le milieu qui est plus concentré, et on aura un œdème cérébral. Mais vraiment, on n'en a pas besoin. L'acidose lactique, c'est une complication rare, et avec un pronostic très très mauvais, et c'est surtout un effet secondaire de la metformine.
l'acidose lactique, on aura une acidose très très sévère avec un pH qui est inférieur à 7,1 et un taux de lactate qui est augmenté. Donc, cette fois la normale. Alors la prise en charge sera d'arrêter la metformine et de donner un sérum bicarbonaté pour pallier à l'acidose et faire une insulothérapie adaptée à la glycémie. Après les complications chroniques, alors les complications chroniques, on a deux grandes entités, les macroangiopathies qui touchent les gros vaisseaux et les microangiopathies qui touchent les micro-vaisseaux et la microcirculation. Les macroangiopathies, la plus importante, c'est les coronaropathies et c'est l'IDM. Tout simplement, l'angor et les syndromes coronariens aigus. Le diabète, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Il participe à la formation des plaques d'athérome et surtout au niveau coronaire. On dépiste des coronaropathies, soit en faisant un ECG de repos, mais c'est pas très sensible parce qu'on peut avoir un ECG totalement normal. Mais si on a une anomalie de l'ECG, il faut pousser les investigations. Mais c'est surtout l'épreuve d'effort. Au cours de l'épreuve d'effort, quand votre patient fait des efforts, on va avoir des anomalies ECG d'épreuve d'effort. Si le patient n'est pas capable de faire une épreuve d'effort, on peut faire l'échocardiographie tout simplement. On va carrément faire la coronarographie pour faire un diagnostic, une cartographie lésionnelle de l'STMS. Le traitement sera d'équilibrer le diabète. On donne un traitement médical de le coronaropathie, c'est plutôt de la cardio. La thrombolyse et l'angioplastie d'XAA, c'est en cas d'IBM. Deuxième macroangiopathie, c'est les artériopathies oblitérantes non inférieures. C'est des plaques d'athérome également qui sont formées au niveau des vaisseaux, des artères destinées au non inférieur. Et c'est classifié en quatre stades, par classification de Meriche et Fontaine, avec des claudications intermittentes qui sont des douleurs qui apparaissent après un périmètre de marche, précis. Et après, l'évolution de la maladie va se faire que les claudications intermittentes vont s'aggraver. On va avoir une réduction de ce périmètre de marche jusqu'à passer au stade des douleurs de décubitus. Le patient va sentir des douleurs au membre inférieur, les mollets, en étant sur son lit. Et comment il va calmer ces douleurs-là? C'est en posant ses pieds, ses membres inférieurs au bord du lit. C'est la position du pied. Après, on a l'installation de l'électrode trophique avec la gangrène qui est sèche. Et le stade 4, c'est la gangrène qui est humide. Déjà, si on arrive au stade 4, c'est vraiment malheureux. Sinon, on peut avoir une acutisation de ces artériopathies oblitérantes et avoir une ischémie aiguë des membres inférieurs qui est une très grande urgence parce que ça risque l'amputation des membre. Il faut revasculariser le membre. Alors, si le membre est plus ou moins propre, il n'est pas très infecté, on peut contrôler cette infection et la revascularisation correcte corrige le problème. On peut juste revasculariser et laisser le membre en place. Mais si on ne peut pas revasculariser parce qu'on a un très mauvais réseau artériel, ou parce qu'on a une infection qui ne peut pas être contrôlée avec un risque de choc septique qui est important, on va sacrifier avec le membre. Alors, ça devient qu'il y a une ischémie, soit avec les orteils, ou une amputation des deux pieds, ou la capitale corps, comme ça l'a dit. Donc, si on risque de ne pas contrôler l'infection, il faut tout simplement amputer le membre bas et c'est malheureux. Troisième type de macroangiopathie, c'est les artériopathies diamétrales supra-aortiques. Donc, avec des sténoses carotidiennes, et cliniquement, ça va se manifester par des accidents ischémiques transitoires. C'est un patient qui va développer une symptomatologie d'un accident vasculo-cérébral ischémique, d'un AVCI, mais que ça va régresser rapidement. Donc, soit un déficit et ça régresse, soit une amorose unilatérale et ça régresse. Et chez ces patients-là, comment on va diagnostiquer cette sténose-là? On va tout simplement ausculter l'artère carotidienne et on va trouver un souffle. L'écho Doppler, c'est l'examen qui va confirmer le diagnostic en montrant cette sténose-là et elle va également permettre d'évaluer sa gravité et donc bien sûr d'orienter la prise en charge thérapeutique. Les microangiopathies, on a 4 grandes microangiopathies, la rétinopathie diabétique, la néphropathie diabétique
la neuropathie diabétique et puis le pied diabétique. Alors, la rétinopathie diabétique, c'est une atteinte de la microcirculation au niveau de la rétine. Ça évolue en 4 stades également, avec 2 premiers stades où on parle de rétinopathie non proliférative et 2 derniers stades où on parle de rétinopathie proliférative. Et c'est la rétinopathie proliférative que c'est vraiment un stade avancé, et le stade 4 c'est carrément la cécité. Donc la rétinopathie diabétique c'est une véritable complication et elle doit être prise en charge correctement. Elle doit être diagnostiquée tout simplement par un examen par la lampe à froide et par un fondeur qui va montrer avec les lésions dans les 4 stades. Je ne vais pas rentrer dans les détails des 4 stades parce que plus ou moins ça sert à rien. Vous allez voir ça en ophtalmologie. Et puis le traitement de cette rétinopathie diabétique dépend du stade, mais c'est surtout la photocoagulation rétinienne ou la vitrectomie qui est la chirurgie. La deuxième microangiopathie, c'est la néphropathie diabétique. La néphropathie diabétique, c'est une aberration de la microcirculation rénale. Et comment ça va se manifester? Tout simplement par une insuffisance rénale qui est d'installation très progressive. Et là, il faut se méfier. Il ne faut pas se contenter de mesurer de créatinine et avoir une créatinine dans les normes pour éliminer l'insuffisance rénale dans les néphropathie diabétique. En général, il faut toujours calculer le DFG, le débit de filtration glomérular. Comment est-ce qu'on calcule le DFG? C'est en calculant la clairance de la créatinine et il y a des formules qui sont faites pour ça. Les formules sont compliquées, donc vous n'avez pas à vous encombrer en les apprenant. Il y a des applications sur le téléphone qui s'en chargent de ça. Et donc, on va stratifier à la néphropathie diabétique selon le DFG. En 5 stades. Le premier stade, c'est quand on a un DFG qui est toujours normal, qui est supérieur à 90. Le deuxième stade, on a déjà un début de diminution de le DFG, avec un DFG entre 160 et 89. Le troisième stade, c'est là que commence la véritable insuffisance rénale, sa définition, puisque l'insuffisance rénale est définie par un DFG qui est inférieur à 60, et donc c'est entre 30 et 59. Le stade 4, c'est l'insuffisance rénale sévère, avec un DFG entre 15 et 29, et le stade 5, c'est l'insuffisance rénale terminale, et c'est la dialyse, avec un DFG inférieur à 15. Donc le traitement de la néphropathie diabétique sera bien sûr d'équilibrer le diabète et de donner un traitement néphroprotecteur, à savoir les UEC, ou là, les arabes. Également, ça doit donner le réflexe de rechercher une microalbuminurie à des sujets diabétiques, parce que les microalbuminuries, c'est le premier signe de manifestation de la néphropathie diabétique, même dans le stade où le DFG est toujours normal. La neuropathie diabétique, c'est une atteinte des fibres musculaires, des fibres nerveuses, à la fois sensitif, moteur et végétatif. Ça peut être un apport d'étroit, comme ça peut être l'étroit. Mais le plus souvent, c'est sensitif avec des douleurs neuropathiques qui sont intenses, qui ne cèdent pas au traitement usuel. Et donc, on traite par le traitement des douleurs neuropathiques, à savoir les antiépileptiques, les antidépresseurs, la prégabaline, la bapentine. Mais finalement, si ça marche pas, on va arriver à traiter par la morphine. Si c'est pas des fibres sensitives, c'est des fibres végétatives, et une des manifestations les plus fréquentes, c'est la gastroparésie. C'est l'atteinte des fibres nerveuses destinées à l'estomac, et donc ça se manifeste comment? Ça se manifeste par des hypoglycémies postprandiales. Parce que tout simplement, on a un estomac qui ne marche pas bien, et donc les aliments ne sont pas digérés, et le glucose n'est pas absorbé, et ça cause des hypoglycémies postprandiales. C'est un patient qui vient de manger, mais qui fait une hypoglycémie. On peut avoir beaucoup de neuropathies, des neuropathies démyélinisantes, des neuropathies avec des atteintes axonales. C'est vraiment des manifestations variables que vous avez. Après, on arrive au pied diabétique, qui est une atteinte vasculaire et neurologique en même temps de le pied. Donc, on aura des signes de neuropathie et des signes d'ischémie. Très important à diagnostiquer le pied diabétique, et les 2 grandes urgences à éliminer devant un pied diabétique que vous voyez aux urgences. Il faut éliminer la gangrène nerveuse, et comment on élimine? On fait un sorte de la matérielle, on recherche les crépitations sous-cutanées. Et on doit éliminer l'ostéite, c'est en faisant une radiologie de pied pour éliminer les signes radiologiques de l'ostéite.
Le traitement doit être rapide et efficace. Tout d'abord, on doit équilibrer sa glycémie, on doit faire une bonne antibiothérapie pour pallier à l'infection, il faut traiter l'artériopathie et donc revasculariser. Il faut traiter également la neuropathie. Il faut donner une hyparinothérapie parce que c'est des patients qui risquent d'emboliser. Et parce qu'il y a des études qui ont montré que l'hyparinothérapie, elle augmente le taux de cicatrisation et elle diminue le taux de l'amputation. Donc, c'est bénéfique. Il ne faut pas oublier la vaccination anti-tétanique, le SATVAT. Il ne faut vraiment pas l'oublier parce qu'on ne veut pas se trouver dans des situations à traiter du tétanos chez un patient qui est diabétique et qu'on pouvait prévenir ça en donnant une simple dose de vaccin anti-tétanique. Il faut mettre en décharge le plaie. Si on a une plaie qui n'est pas déchargée, c'est une plaie qui n'est pas traitée. On doit nettoyer la plaie et puis la recouvrir par un pansement à l'extérieur de la plaie. Donc vraiment le traitement du diabétique, c'est un traitement qui est compliqué mais qui est fortement obligatoire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les messages importants à savoir à propos du diabète. C'est pas complet, ça c'est sûr, parce que le diabète est une très grande pathologie avec plusieurs manifestations et plusieurs complications et plusieurs notions à savoir, mais c'est vraiment une notion de base, une notion pratique devant un patient diabétique pour pouvoir le prendre en charge bien comme il faut. Donc j'espère que vous a été utile, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.